parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette autre représentation des grandes gueules. Nous vous retrouvons encore ce matin avec la même joie, le même plaisir, pour vous aider à mieux comprendre l'actualité de notre pays. On vous sert donc ces clés-là, les clés qui vont ouvrir pour vous les secrets des différentes actualités qui marquent notre pays au quotidien. L'équipe se mobilise à cet effet. Vous pouvez réagir à cette émission en faisant le hashtag Espace GG pour les tweetos ou tout simplement envoyez-nous un SMS au 657 39 13 13. Aïssa Toussané, la médiatrice, est dans nos locaux. Elle sera ici, elle se fera l'obligeance de vous les restituer ici même à l'antenne pour vous permettre ainsi d'être partie prenante à nos émissions, à ces programmes, aux grandes gueules dont vous êtes un corps à part entière. Au menu de ce matin, on vous en a parlé depuis hier. Le football guinéen à la croisée des chemins. De graves difficultés survenues les dernières années ont abouti à l'installation d'un comité de normalisation. Vont s'ouvrir donc dans la perspective du retour à une instance régulière d'ambitieux chantiers de formation de réforme et d'équipement du football en Guinée. Mais les choses ne sont guère si simples. Le Conor doit, malgré l'amincissement de ses budgets, conjuguer avec des acteurs au caractère trempé et une vision encore très peu partagée. Le football guinéen, donc, on en parle. Quels en sont les bilans? Quels en sont les défis? Et quelles en sont les perspectives? La présidente du Conor herself sera avec nous. Madame Mariam Sy Diallo a accepté notre invitation. Vous l'entendrez de long en large sur sa conduite de la normalisation. Et puis, c'est la saison également des recensements au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. On vous le dit, l'opération d'identification biométrique des étudiants, 3e du genre en cette année, tenez-vous bien, vise à assainir le fichier étudiant des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées en République de Guinée, avec en ligne de mire, nous dit-on, l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Elle va favoriser l'instauration de la transparence dans la gestion des effectifs, mais aussi dans la gestion des bourses étudiantes. Le secrétaire général de ce département, conduit par Dr Diaka Sidibé, est déjà dans nos locaux. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Docteur Fasciné Conté est notre invité. Avec lui, justement, on abordera cette question-là, mais bien d'autres avec, et ce sera pour le bonheur de chacun et de chacune de vous. Ces sujets-là et d'autres viennent étoffer le menu de ce matin. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, il y aura restitution autour du mur du jour. Commencez à voter dès maintenant, puisque mes amis de tous les matins sont là. Diba Milimouno, modèle genou ce matin, hein. Bonjour Diba. Oui, bonjour Tamba et bonjour à tous. Tout en jean oui, tout à fait. ce matin, oui, le vieux jeune. Oui, tout à fait. Jacques Léwaleno, bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Ça va, Dieu merci. Bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bonjour Diba. Tu sais qu'Antoine n'aime pas que tu ris. D'accord. C'est pourquoi j'ai ri encore. Oui, parce qu'on dit vieux Diba, mais là, c'est jeune pas Diba. du tout le vieux. Voilà. Merci. Donc c'est le vieux jeune. Merci vraiment. Merci. Il prend ça très au sérieux. Maf, bonjour. On dirait avec un élève avec c'est tout à fait. Tout à fait. Oui. Bonjour Diba. Bonjour Maf et Tanti Maf, bonjour. Oui, Tanti. Hein. Mohamed Mara, bonjour. Vous pouvez désactiver au fur et à mesure. Zachary, bonjour Mafolia, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Bien, on commence cette émission avec une actualité qui n'est pas passée inaperçue. On en a parlé la semaine dès le début. On y revient, l'installation des DRH. On se pose la question pour le ministère spécifique de la Sécurité
et de la protection civile, mon cher Mohamed Mara. Qu'est-ce qui fâche dans l'installation du DRH? Alors, qu'est-ce qui fâche selon en fait ce que c'est le commun des mortels, le ministre de l'Intérieur, si vous voulez, le ministre de la Sécurité ne veut pas jusqu'à présent procéder à l'installation du divisionnaire des ressources humaines de son département, tout simplement, parce qu'il dit officiellement que cela n'aurait pas obéi aux règles que lui souhaiterait. Alors, officieusement, nous avons essayé de creuser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, à l'arrivée de monsieur le ministre, le ministre Bachir. Le ministre Bachir à la tête de ce département, je vous passe quand même le détail de l'autre pan des problèmes de ce département. Vous vous souvenez, avec une société qu'on voulait, à laquelle on voulait passer le fameux marché des passeports qui se tramait et donc qui avait pris de l'eau. Alors, le ministre va demander exceptionnellement à son homologue de la fonction publique de procéder à la nomination d'une DRH de son choix à lui. D'accord. Il est important de rappeler les règles. Tout comme pour le ministère du budget, avec les divisionnaires, notamment les DAF, qui nomment l'ensemble des DAF de tous les départements ministériels, de tous les services publics, donc dans les conditions normales. Vous savez, aujourd'hui, c'est le ministre qui le fait. À un moment donné, même le président Alpha Condé s'était arrogé le droit de les nommer, ce qui, normalement, d'ailleurs, était illégal. Ce sont des divisions en réalité. Et je disais donc qu'aujourd'hui, c'est le ministre de ce département qui le nomme. Ailleurs, d'ailleurs, c'est le directeur national. Il y a un directeur national, normalement, qui est leur chef, qui le nomme. D'accord. Alors, pour les contrôleurs financiers, dans les départements ministériels, dans ces entités publiques, c'est le ministre des Finances qui les nomme. De la même manière, pour les DRH, c'est le ministre de la fonction publique, et de l'emploi et du travail qui les nomme, qui les affecte dans l'ensemble des départements ministériels, entre autres. Et vous devez savoir qu'il y a normalement un cursus que suivent ces DRH en réalité. On n'arrive pas à divisionnaire, donc, n'importe comment. On n'y est pas parachuté, en fait. Vous avez des études, bien entendu, que vous faites et que tout le monde peut faire. Mais lorsque vous arrivez à la fonction publique, c'est un minimum de 4 ans, en réalité. Au minimum 4 ans, dans certaines divisions, parce qu'il y a des services spécifiques à la fonction publique, justement, qui les y préparent. Donc, vous montez en grade au fur et à mesure, et après, vous vous retrouvez, justement, à la tête, donc, de l'une de ces divisions. Donc, c'est le ministre de la fonction publique qui est quand même ministre du travail, ministre de l'ensemble des fonctionnaires, donc qui gère les effectifs donc, de la fonction publique, qui envoie donc des cadres de son administration contrôler ce qui se fait de manière sur le plan administratif sur l'ensemble du territoire concernant tous les fonctionnaires. Mais au niveau du ministère de la sécurité, le ministre Bachir va demander une dérogation, va demander qu'on lui laisse choisir sa DRH. Parce qu'il s'agissait d'une dame, si je ne m'abuse, elle s'appelait Madame Mariama Diallo. Alors, cette dame, d'après mes informations, venait du privé, ce qui est un cas unique. Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir fait, par exemple, des études de RH. Il ne suffit même pas d'avoir travaillé dans une grosse entreprise privée. Mais vous savez, vous devez aussi maîtriser il faut avoir du parcours, les règles, non, même de la fonction publique. Parce que la fonction publique ne fonctionne pas de la même manière que les administrations privées. Il y a des lois à comprendre. Ils ont tout un tas de procédures complètement différentes. Donc, Mme Mariama Diallo arrive, sur recommandation donc, du ministre. Elle était à l'hôtel Noum et j'apprends d'ailleurs, je crois qu'elle était venue du Canada à l'origine. Elle aurait travaillé à l'hôtel Noum en qualité de DRH. Donc, par courtoisie, le ministre de la fonction publique va céder à la demande du ministre de la Sécurité. Donc, on installe madame. Je rappelle encore une fois que dans des conditions normales, ça ne devait pas se passer. En fait, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est un peu de la faute du ministre de la fonction publique qui s'est montré magnanime ou compréhensif aux demandes de son collègue. Malheureusement, qui a fini par croire
que c'est un droit absolu Bah écoute, pour lui. Le problème en réalité vient de là. ils se font ce type de largesse, hein, par ailleurs. Ils se le font tous. Entre Mais maintenant, ministres, je pense que ça va lui servir lui-même de leçon. Et désormais, à ne plus, si vous voulez, à ne plus déroger de la sorte à la demande d'un ministre. Donc la dame est installée et quand vous regardez son parcours au département, elle y a passé 8 mois. Mais en réalité, elle n'a exercé que pendant 5 mois parce que c'est une dame respectable, une mère de famille qui s'est trouvée à l'étranger pendant 3 mois pour des raisons de famille, donc liées à la maternité. D'accord. Donc pendant ces 3 mois, elle n'était pas là et donc pratiquement tout était géré. Pratiquement par courriel et par WhatsApp, tout ce que vous voulez, de loin. Donc, elle revient et entre-temps, vous vous souvenez que la mission assignée, vous savez, il y a eu des lettres envoyées par la fonction publique à l'ensemble des DRH. Il était question donc de procéder au contrôle physique de l'ensemble des effectifs des départements ministériels. D'accord. Au ministère de la Sécurité, ils se sont retrouvés avec, dans un premier temps, parce qu'ils sont quand même 15 000 dans ce département. Donc, ils morcellent en fait l'effectif et sur chaque échantillon, ils procèdent à des contrôles. C'est ce qui a été fait chez eux. Normalement, c'est un contrôle qui était prévu pour chaque trimestre. Alors, quand cela a été fait, dans un premier temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de fictifs. En fait, de personnes qui n'étaient plus là. Une chose que j'ai découverte, tu vas être surpris, moi, je ne savais pas que ça, c'était possible. J'ai vu toutes sortes de fraudes de l'administration guinéenne, mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui disposaient de 2, 3, 4 matricules. Je viens de le découvrir à l'occasion de cette petite enquête, Zachary. Je ne sais pas si 2, 3 numéros matricules. 2, 3, 4 numéros matricules. Je viens de le découvrir. Comment? J'étais à la renverse. Ça se passe comment? Honnêtement, je ne sais pas. Ce sont les mêmes personnes qui se font enrôler. Donc, qui perçoivent plusieurs identités. 2, 3, 4. Les mêmes personnes en réalité. Wow. La même personne, mais il y a une magouille autour de cela. Mais vous savez, c'était le business des DRH avant l'arrivée du CNRD, ça, ce type de comportement. Vous aviez des gens qui étaient là, dont les salaires étaient virés, qui n'étaient même pas en Guinée. Et ça, quand même, vous le savez. En effet. Énormément de fonctionnaires à l'étranger dont les salaires sont virés. Donc, ils ont commencé d'abord par dévirer tous ces gens, quasiment, et de procéder au contrôle physique. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de fraude. Donc, ils ont commencé à résoudre la question. Donc, la dame était à l'étranger. Le premier contrôle, non, ici déjà, elle était là le premier mois. Pour le premier mois de contrôle, ils ont réussi, mine de rien, à économiser environ 1 milliard de francs guinéens. Au niveau du département. Du département de la sécurité, qui précisons-le. était indûment comme ça, distribué ci et là, 1 milliard environ de francs guinéens. Donc, il avait été retenu. Premier mois. Entre-temps, la dame voyage. Deuxième mois, alors, c'est son adjoint, donc qui est devenu finalement, comment on appelle ça, DRH, parce que son adjointe, celle qui était son adjointe avant, entre-temps, elle est partie à Ignasdine, aux mêmes fonctions à Ignasdine. Donc celui qui l'a remplacé, qui était donc arrivé, qui est venu, je crois, du ministère de la Jeunesse, donc qui est arrivé, non, l'ex-ministère de la Culture, donc qui est arrivé, qui a donc repris le flambeau. Alors, normalement, vous savez, il y a eu une autre lettre qui ordonnait à l'ensemble des DRH de reverser ces montants directement au Trésor public. Donc, pour le premier mois, le montant a été reversé. D'accord. Pour le second mois, la dame n'étant pas là, l'ordre a été donné à son adjoint de signer, bien entendu, de vider les procédures pour que le montant soit reversé. Lui, il venait juste de prendre fonction, donc il s'est prêté au jeu, il a donné les signatures et les montants ont été reversés. Pour le troisième mois, c'est là que tout commence, rien ne lui est demandé. C'est comme s'il n'y avait aucun montant de perçu. Rien ne lui est demandé. Donc pour le deuxième mois, c'était 800 et quelques millions qui avaient été reversés. Troisième mois, rien. Silence radio. Mais le montant, donc, forcément, est épargné, il est là. Et entre-temps, au niveau des trésoriers, pas des trésoriers, des payeurs, vous savez que beaucoup de gens sont allés à la retraite récemment. Le père principal va à la retraite. Et ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est que le procès verbal de passation de service, donc à celui qui le remplace, ne mentionne pas les reliquats normalement et en fait les montants existants. D'accord. Les montants existants. D'accord. Et ce qui est curieux, la personne qui tient ce PV est une personne contractuelle.
D'accord. Une personne contractuelle qui n'est vraiment pas engagée et qui, selon les règles même administratives là-bas, n'était pas habilitée normalement à y participer, à y voir la main. Est-ce que c'était une omission de celle qui a pris le PV ou bien c'était volontairement fait? En tout cas, le montant ne figure pas dans le PV de passation de service. Je vous rappelle là qu'il y a au minimum 800 millions, donc, qui ne sont pas reversés, qui existent quelque part. Qui sont mensuels. Quelque part. Mensuels. Mensuels. Qui existent quelque part dans ce département. Alors, entre-temps, il y a comment il s'appelle, le conseiller juridique qui vient informer l'ensemble des équipes, donc de la DRH, écoutez, le ministre m'a désigné pour assumer l'intérim. C'est l'autre interrogation également. Un conseiller juridique qui a déjà son poste, il y a un adjoint qui a déchargé des documents un mois auparavant, et puis c'est le conseiller juridique qui vient quand même de la part du ministre pour dire C'est bien curieux. je prends l'intérim. C'est bien curieux. Il assume donc l'intérim, personne ne l'en empêche. Sauf que quand ça commence à chauffer, les questions commencent à surgir autour de cet argent. Parce que celui qui est parti à la retraite, puisque rien n'a été fait entre guillemets pour lui, son esprit s'échauffe. Et puis il y a des bruits de couloir qui disent qu'attention, chaque mois il y a quand même 800 millions environ qui sont mis de côté. Alors, des questions sont posées. Le ministre dit, en tout cas, le message qui arrive du ministre vers la DRH, c'est quoi? Écoutez, on a décidé de mettre en place une sorte de caisse permettant de procéder à des prêts aux policiers, à notre personnel. D'accord. Donc cet argent va servir à être prêté financer, à tous ceux qui ont des besoins. à financer ce fonds. Une banque. Ce fonds-là. Une sorte de banque. De banque. Oui, un fonds d'entraide policière. Et là commence le troisième problème. Donc, je vous rappelle que là, il y a un souci. L'argent, le ministre quand même de la fonction publique a écrit à tous les départements exigeant que cet argent issu donc du contrôle des effectifs retourne au trésor. Au ministère de la Sécurité, on commence à retenir l'argent. Et quand il y a beaucoup de bruit, on dit non, cet argent va servir à être prêté aux policiers. Des questions surgissent, bien entendu. Parce qu'en matière administrative, ça s'appelle du détournement d'objectifs. En effet. Et ça se fait pas. Il n'y a qu'une seule possibilité pour que ce type d'action soit prise, c'est qu'il faut écrire à celui qui pourvoit et lui demander la possibilité Ministère des Finances, ministère exactement d'utiliser sur un autre axe cet argent-là. Si ce n'est pas fait, c'est du détournement. C'est du détournement d'objectifs. Et après, si après l'argent n'est pas retourné, on pourrait aller plus loin d'ailleurs. Alors, donc les problèmes surgissent et donc on demande finalement, puisque ça chauffe, on demande des signatures à l'adjoint qui s'y refuse, qui dit puisque je n'assume pas l'intérim, je ne m'en mêle pas. Entre-temps, la dame rentre. La dame rentre et elle aussi, rien ne lui est dit. Mais elle avait entendu justement les bruits de couloir et va exiger un compte rendu. C'est à elle d'ailleurs que le ministre va signifier qu'il veut utiliser l'argent pour les prêts aux policiers. Alors c'est là que ça chauffe et quelque chose de très curieux va arriver. La DRH rend purement et simplement sa démission. D'accord. Elle annonce qu'elle a un poste similaire ou à Plan-Guinée. D'accord. Mais au ministère de la Sécurité, elle a des avantages énormes qui sont connus. Vous savez, tous les avantages, généralement, véhicules, chauffeur, tout ce que vous voulez, un salaire, des traitements. Mais ce qui est curieux, c'est que le poste qu'elle a pris ne lui accorde pas, en tout cas visiblement, autant d'avantages. Et là, donc, les gens commencent à se demander, mais tiens, le poste qu'elle a pris, normalement, est moins prestigieux que celui-là. Et avec tous les avantages, on pourrait dire que c'est moins bien rémunéré. Je ne parle pas salaire de base, je parle de rémunération là. Donc les questions, bien entendu, commencent à surgir. On se demande, mais pourquoi elle est partie? Elle qui est arrivée, elle pour laquelle on a forcé la main au ministre de la fonction publique pour qu'elle occupe le poste, elle décide de retourner carrément à ses premières amours. Donc elle retourne vers les institutions. Même pas parapubliques, aux institutions. Elle s'en va. Donc, et là, patatras, le ministre revient à la charge, demandant à son homologue, encore cette fois-ci, de procéder à la nomination de quelqu'un que lui voudrait. Il lui propose 3 noms. Sauf que parmi les 3 noms, ni l'adjoint, ni quelqu'un de la division donc existante ne figure. Encore une fois, d'autres personnes. Et c'est là que le ministre de la fonction publique va cette fois-ci opposer un niet catégorique. Un niet catégorique
Et d'ailleurs, comme pour tous les départements, puisqu'il était question de remanier, il nomme, parce qu'il y avait des postes quand même vacants. Donc il nomme, et c'est là que ce monsieur donc, arrive, l'adjoint donc monte tout simplement comme DRH, parce qu'il était déjà là, il connaît la situation. Et depuis, l'affaire, vous savez, la suite, on a parlé de problèmes ethniques, on a parlé de ceci, cela. Il y a eu des problèmes comme ça au niveau de 2 ou 3 départements ministériels. Au ministère de la Sécurité, jusqu'à l'heure où je vous parle, peut-être que cela est en train de se passer ce matin, je ne suis pas au courant pour aujourd'hui, mais jusqu'à hier, le DRH, nouvellement nommé, n'a pas été installé. Et j'apprends d'ailleurs qu'il était allé se présenter au ministre en attendant son installation. Il était allé le remercier, se présenter et lui dire qu'il avait bénéficié de cette promotion. Et j'apprends que le ministre justement aurait dit qu'il avait des problèmes avec cette nomination qui d'après lui n'aurait pas obéi aux règles. Sauf que je ne sais pas. Est-ce que ce sont les règles qui s'est établies préalablement avec son homologue ou bien est-ce qu'il s'agit des règles de la fonction publique qui, elles, sont tout autres? Donc voilà où est-ce que le bas blesse et voilà où est-ce que tout le dossier aujourd'hui est coincé au ministère de la Sécurité qui se retrouve sans DRH. Ah ben... Jacques, on était loin enfin, moi j'étais bien loin de m'imaginer Bachir Diallo avec toute l'estime et toute la réputation que je sais de lui. J'étais loin de m'imaginer que les choses pouvaient avoir lien avec des sous. Jacques. Bon, pour la question des sous, là je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est parfois assez compliqué dans ce type de situation de sortir indemne. Parce qu'il y a beaucoup de situations quand même qu'il a trouvées au ministère de la Sécurité, qu'il a essayé de régler. Je crois qu'il y a certains qui ont été réglés et d'autres non. Par exemple, la situation de certains agents de la sécurité non postés qui n'avaient pas bénéficié de formation et qui attendaient même d'aller dans les centres de formation. Après plusieurs sollicitations, n'ont pas pu accéder à leurs demandes. Ce sont quand même autant de questions qu'une division des ressources humaines peut, n'est-ce pas, gérer. C'est pourquoi la dernière fois, quand on parlait ici, j'ai dit les gens ont fait trop vite de mettre en avant les questions communautaires. Il y a... Et comme toujours, la Guinée... on regarde d'abord au patronyme. C'est l'argument le plus facile qui peut arriver. Mais lorsque on se rend compte à travers les explications de Mara qui sont beaucoup plus détaillées sur toutes les démarches qui ont été entreprises ces derniers temps pour arriver, n'est-ce pas, à l'assainissement du fichier de la fonction publique, vous vous rendez compte qu'il y a encore de la volonté de la part de certains cadres, de certains ministres, de retarder les choses ou du moins de les empêcher carrément parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Mais quelle histoire de fond qu'un ministère de la Sécurité qui n'a pas vocation, en tout cas, en ce que je sache, à gérer les finances, va disponibiliser au sein de son département pour accorder des prêts aux policiers. Je crois que ça, si c'est une vérité, il faut peut-être des enquêtes sérieuses là-dessus. Parce que si on est venu à annoncer cela, il faut bien fouiller si des choses n'ont pas été tentées par le passé pour en arriver là. Vous vous imaginez, sous Alpha Condé, il y avait des promotions comme ça, des promotions d'agents de police qui ont dû batailler pour avoir leur petit salaire. Parce que tout simplement, il y a certains tapis dans l'ombre ou d'ailleurs officiellement qui refusaient, n'est-ce pas, de leur accorder. Il faut tout simplement dire aujourd'hui que ce sont des choses qui doivent s'arrêter dans notre administration publique si nous voulons arriver à un fichier propre, surtout un seul fichier, parce que le combat aujourd'hui c'est cela. Vous avez jusqu'à date des disparités entre le fichier général de l'administration, le fichier si vous voulez soldes. D'accord. Les deux fichiers. Ça c'est un sérieux problème. Les deux fichiers, on n'est pas encore arrivé à équilibrer. Il y a toujours la différence. C'est-à-dire le fichier de l'administration peut avoir un nombre, mais arrivé au fichier solde, vous voyez ce nombre-là qui augmente. C'est-à-dire ceux qui travaillent réellement, c'est un effectif. Maintenant, ceux qui sont payés, c'est un autre effectif. Aujourd'hui, cette bataille pour arriver à cet équilibre-là
n'est pas encore obtenu. Et je crois que c'est au département sectoriel de faciliter ce travail-là à la fonction publique. Sinon, on va continuer à espérer que on va organiser les concours. Mais comment on peut organiser les concours quand ceux qui ne travaillent pas continuent à percevoir de l'argent? J'imagine la difficulté à accéder à des bons résultats. Ouais, je sais qu'il y a un département en charge de la communication au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vivement quand même que c'est pas finalement un département des plus muets, des plus... Eux, je sais pas moi... Ils font tout sauf communiquer finalement. Ils font tout sauf communiquer. Et comme tu le disais d'ailleurs, la grosse surprise que tu as avec le général Bachir, vous savez, autant on a les bébés hollandais, autant on a aussi les papas hollandais. D'accord. Donc c'est un papa hollandais. Hein. Mon général peut être le papa hollandais du CNRD. D'accord. Non, parce qu'avec tout ce qu'on a, il faut le préciser, avec tout ce qu'on a eu à dire souvent sur les difficultés de cohabitation, les petits problèmes qui surgissent ça et là, c'est quand même un département, il faut le dire, très compliqué. Le département de la sécurité, il faut approcher, comme Mohamed l'a fait d'ailleurs, il faut approcher le département de la sécurité pour comprendre que c'est un département très très compliqué. On se rappelle qu'il y a trop d'enjeux, notamment financiers, autour du service là-bas. Beaucoup d'enjeux, mais financiers. Et aujourd'hui que le ministre de la fonction publique s'engage au toilettage du fichier, c'est aujourd'hui, s'il va rencontrer des obstacles, je crois en grande partie, le département de la sécurité va constituer un des gros obstacles auquel et ils ont l'un des plus gros effectifs, Daouda. Ils ont 15 000 personnes qui marchent chez eux. C'est un département. C'est un département où le ministre Julien Yomouno pourrait rencontrer beaucoup de difficultés parce que... Tu as pensé à l'enseignement? À l'enseignement préuniversitaire? Ils ont 50 000. Là, c'est une autre affaire là-bas. Non, à l'enseignement... Le souci, c'est que tout le monde entre par l'enseignement. Oui, finalement, on disparaît. Le vrai problème, ça va être là-bas. Ça, c'est un problème, mais à la sécurité, c'est vraiment complexe. C'est encore plus compliqué. C'est très complexe. C'est très complexe, surtout que ce n'est pas la grande muette, mais je vais dire, c'est la cousine à la grande muette. D'accord. C'est la cousine à la grande muette, donc il va être très compliqué. Vous avez vu d'abord je vais dire la fréquence de nomination à la tête de ce département. Alpha Condé en a nommé combien? C'est vrai que le CNRD est arrivé, il n'en a qu'un d'abord, mais avec tout ce qu'on a eu, avec des accrochages entre le ministre, son secrétaire général, et ses directeurs, les bruits de bottes, ça et là, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui que la dynamique soit vraiment une dynamique qui porte tout le monde vers l'idéal des toilettages des fichiers et que chacun y apporte du sien pour permettre au travail de réussir, que de vouloir mettre les bâtons dans les roues des uns et des autres, chacun voulant préserver son intérêt quelque part. Il faut aller dans la dynamique de toiletter. Chacun voulant préserver son intérêt. En tout cas, on pourra toujours suivre ça. Est-ce que finalement, Djiba Milimouno, ce type de sujet n'influe pas sur l'indice de perception de la corruption? Transparency International a livré son rapport 2022. Est-ce que finalement, c'est pas tout ça qui se joue de nous, même si quand même on fait mieux que la Guinée-Bissau? Et ça, c'est important. On fait mieux que la Guinée-Bissau, mais rappelle notre rang. Rappelle notre rang. La Guinée-Bissau tu as le courage maintenant de comparer la Guinée à la Guinée-Bissau. C'est un clin d'œil à un certain groupe. Allez-y. Voilà, donc je crois la Guinée maintient sa place puisque 2021, on était encore 25e, donc on n'a pas bougé. Et donc malgré la criée... Mais là, ce n'est que l'indice de perception. Oui, sur la perception. Voilà. Justement, c'est de ça que je parle. On n'a pas bougé, parce que le Mali, par exemple, a perdu une place. Le Mali qui était 29e vient 28e. La Côte d'Ivoire qui gagne un point, qui passe de 36 à 37. Et la Guinée qui maintient sa place. Non, en 2023, on fera mieux. Justement. Il y a la CRIEF. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de perdre une place, il ne faudrait pas mettre cela au compte seulement de la corruption. C'est aussi les questions des droits humains. Et tout cela est comptabilisé au compte de ce classement. Maintenant, moi, sur la question des doubles emplois,
Oui, c'est un lien, oui, c'est un lien. Les questions des droits humains... Sur la perception de la corruption. Justement, les questions des droits humains également sont évoquées, pas que la corruption. Parce qu'on estime que dans un pays où les libertés ne s'expriment pas, on n'a pas la capacité de dénoncer un peu la gestion de la chose publique. Donc, il comptabilise un peu plusieurs thématiques, pas que la question de la corruption. Maintenant, pour revenir à vos questions, au niveau de la sécurité, vous savez, tout comme la Grande Muette, c'est des départements souvent où l'audit n'est pas mise en avant. Donc, on sait que les dépenses sont engagées, même s'il y a une loi qui cadre tout cela, c'est le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique qui fixe les règles, mais ce sont des départements néanmoins où on n'est pas assez regardant sur les dépenses qui sont engagées. Même si le crédit est là, la personne qui engage les dépenses avec le comptable public et tout ce qui s'ensuit, à ce niveau, il n'y a pas assez de regard. Donc, ça fait que l'État n'a pas une maîtrise sur ce qui se passe. Moi, ce que je veux dire, il faudrait encourager le ministre Yombono parce qu'il a quand même ouvert une boîte. Mais il a l'appui du président, par ailleurs. Le président semble avoir dit tu as mon soutien, vas-y. Justement, il faudrait encourager ce ministre parce qu'il s'est attaqué quand même à... Les réformes ne viennent pas sans danger. Et ce sont des réformes qu'il a aujourd'hui engagées qui touchent à assez d'intérêt. Pas que le ministère de la Sécurité. J'apprends même qu'il y a d'autres départements qui se retrouveraient dans la même situation où il y a des cas de fictifs qui sont entretenus par certains ministres. Donc, vouloir s'attaquer à tout cela, c'est donner... Mais c'est surtout les divisions des ressources humaines qui entretiennent les chefs personnels et autres qui entretiennent ce business. Et il y a aujourd'hui, malheureusement, vous allez faire 4 ans, mais il y a des départements où les gens sont restés 10 ans, qui sont devenus, qui se sont sédentarisés et qui ont aujourd'hui tisser une certaine collusion avec des réseaux, certains ministres. Je pense que pour pouvoir démanteler tout cela, il faudrait quand même être bien assis, avoir le soutien du patron. Et j'apprends qu'il a non seulement le soutien du président de la transition, mais aussi du Premier ministre. Ça va le réconforter un peu dans sa position parce que n'oubliez pas qu'on a fait quand même ces derniers mois une économie de 32 milliards mensuellement. Sur l'ensemble du fichier. Mais la préoccupation, c'est il y a vraiment des départements où on ne devrait pas se fossiliser. Oui. Vous passez plus d'une année, facilement vous êtes compromis. Facilement. Et ce qui va se passer, Tamba, au-delà de ces divisions, parce que c'est une purge véritable qu'il a eu à faire. Vous imaginez 32 services avec, y compris les départements, c'est beaucoup. Cette réforme qu'il a engagée, je pense que c'est une réforme assez courageuse qu'il faudrait accompagner et encourager, mais ce n'est pas fini parce que là on parle des DRH. Moi souvent je m'intéresse sur la question des DAF et les autres parce que n'oubliez pas que eux effectivement c'est un à mon avis il faut les faire sujet tourner le plus souvent que possible. Voilà, il faut les faire tourner même si c'est pas lui qui est au niveau de la nomination parce que c'est au niveau des finances, mais à ce niveau aussi il faut s'attaquer parce que on est dans le cadre de la reddition des comptes et on veut faire une économie parce que c'était beaucoup d'argent ventilé. Et je lui tire le chapeau sur les 244 personnes qui étaient dans la situation de double emploi et qui surtout dans les banques qui étaient dans les banques notamment majoritairement. Il a dit faites un choix. Soit vous restez dans le secteur privé ou vous revenez. Il y en a carrément qui ont volontairement dit nous restons dans le secteur privé. Alors, ça aussi je pense que c'est on a fait de l'économie. Alors je vais vous faire rire. Il y a j'ai un frère en banque qui discutait avec un de ses collègues et ce collègue disait mais la fraude, les gens sont trop corrompus, ils font de la fraude. Alors à ce contrôle là, son nom s'est retrouvé dedans. C'est-à-dire qu'il était en banque. Il y en a qui sont dans les institutions. Il disait que le pays est trop corrompu. Comment on peut faire ça contre la Guinée? C'est entretenu parce que vous partez, on vous paye d'autres... Maf, on va terminer avec vous. Merci Djiba Milimono. Vos impressions, qu'est-ce que tout ceci vous dit, Maf, autour de l'installation de ces DRH, mais aussi, pourquoi pas, la question de... J'insiste là-dessus parce que nous avons quand même brandi la lutte contre la corruption depuis la prise du pouvoir par le CNRD, la lutte contre la corruption comme un cheval de guerre, c'était quelque chose comme ça. Mais que se passe-t-il que nous en venions à perdre à un point alors que la CRIEF met le feu à tout le monde? Vous savez, il y a des combats qui sont faciles à gagner, d'autres qui sont très, très, très difficiles à gagner parce qu'évidemment, beaucoup de gens y trouvent leur compte. C'est quand vous essayez de mener la lutte que vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi facile que vous le pensiez. C'est comme nous dénonçons aujourd'hui beaucoup de choses, mais lorsque vous mettez un pied dans l'administration publique, vous découvrez combien de fois c'est très complexe de pouvoir apporter quelques changements. Il y a de la différence entre les privés et le public. Et dans le public, c'est comme si
On ne dit pas qu'il n'y a pas de corruption dans les privés, hein, mais c'est que certains sont arrivés à un certain niveau de contrôle que le public ne parvient pas d'abord. Et ceci passe par, si on veut, ce qu'on a comme ancienneté dans la façon de faire. On n'est pas très moderne, on a encore des papiers, on a des choses. C'est difficile de contrôler. Tout n'est pas mis en place. Maintenant, évidemment, il y a la volonté. Je pense que c'est la dernière fois on parlait du ministre Yombounou et je fais partie de ceux qui croient en ce monsieur. Et évidemment, la manière, en fait, ce fait de vouloir aider son confrère en faisant ce qu'il n'est pas censé faire, c'est déjà une erreur. Et aujourd'hui, on se retrouve à corriger cela. Moi, je veux bien comprendre que le ministre Bachir veuille mettre des mécanismes en place pour aider les policiers qui voudraient avoir des prêts, mais faut-il passer par la procédure normale? Ça ne se décide pas comme ça. C'est l'argent qui est récupéré ici parce qu'on estime que ça a été détourné. On doit pouvoir l'amener au trésor et si on veut en faire quelque chose, je pense que ça se débat. Ça n'obéit pas seulement à la à la seule volonté du ministre de vouloir en faire un prêt pour les policiers. Et ça, c'est entre autres. En je pense plus, des deux côtés. il y a quand même une difficulté à comprendre ça parce qu'il y a des mécanismes qui permettent à un employé d'accéder, grâce à son emploi justement, à un certain niveau de prêt. Surtout qu'ils même ont à l'interne. des salaires qui sont virés en banque. C'est possible. Donc c'est pourquoi je ne comprends pas ce mécanisme. C'est bien possible. Peut-être que quand on aura... Mais bon, on sait que le ministre Bachir aussi actuellement ne veut pas trop parler aux médias. Sinon, ça serait bien de comprendre qu'est-ce qui le pousse à aller vers cette proposition. Est-ce qu'avec les mécanismes qui existent déjà, il y a un manque à gagner? Est-ce qu'il estime qu'en plus de ce montant, il pourra toucher plus de policiers? Ce sera à lui de répondre. Mais encore, quelle que soit la décision, quelle que soit l'issue, le plus important, c'est la démarche. Parce qu'évidemment, lorsqu'on a des rentrées d'argent, on peut, en fonction des besoins, voir comment redistribuer. Maintenant, si on complique les choses au niveau de la démarche, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au même moment où on est en train de faire autant de bruit pour lutter contre la corruption, surtout avec les anciens dignitaires, ceux qui sont au pouvoir, c'est comme s'ils avaient le feu vert de faire tout ce qu'il faut. Et ça, je pense que c'est un mauvais message. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est un mauvais message qu'on envoie. Et savoir que ce sont même les ministres qui, si on veut, sont les agents directs du président, parce que du président, on se retrouve au PM, les ministres, que ce sont eux-là même qui se prêtent à ce jeu. C'est de nature à renforcer la perception de ceux qui pensent que tout ceci, c'est trop de bruit pour rien et qu'on n'est pas sorti du système dans lequel on est depuis des années. Donc, il va falloir corriger, encore une fois, je le dis, la démarche des ministres. Même entre eux, c'est bien beau d'être amis, c'est bien beau de se soutenir, mais ce qu'il faut éviter, c'est de briser une carrière pour une amitié. Moi, je pense qu'il faut toujours revoir les choses. C'est important pour le pays aussi, surtout. Éviter de briser une carrière pour une amitié. On vous l'a dit, le football guinéen à la croisée de chemin, de graves difficultés survenues ces dernières années ont abouti à l'installation d'un comité de normalisation. Vont donc s'ouvrir dans la foulée et dans la perspective du retour à une instance régulière d'ambitieux chantiers de réforme et d'équipement du football en Guinée. Mais les choses ne vont pas être si simples. Le CONOR doit, malgré l'amincissement de ses budgets, conjugué avec des acteurs au caractère trempé et une vision encore très peu partagée, la présidente du comité de normalisation du football guinéen a accepté de prendre la parole chez nous ce matin. Elle est déjà dans notre studio. Madame Mariam Sy Diallo est notre invitée. Madame Diallo, bonjour. Est-ce que Mara, vous pouvez lui activer son micro et le lui... Parfait. Bonjour Madame Diallo. Bonjour les GG. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. Merci beaucoup. On vous reçoit enfin. On vous a annoncé plus d'une fois. Finalement, vous êtes là, c'est bien. On va commencer cette interview avec celui qui est à votre gauche, Mohamed Mara. Alors, Adja, il faudra activer... Oui, merci bien. Bienvenue donc dans cette émission Les Grandes Gueules. L'actualité nous oblige aujourd'hui à ne décembre 2021.
Quel état des lieux, novembre, Décembre. décembre, voilà. Quel état des lieux avez-vous pu établir? Dans quel état avez-vous trouvé le monde du football guinéen, que ce soit la Ligue guinéenne de football professionnel, la FEGIFOOT elle-même, le championnat, les sponsoring? Quel état des lieux avez-vous fait? Merci pour cette question qui est extrêmement importante. Vous m'avez plusieurs fois invité C'est pour vrai. d'autres médias. Mais je pense que c'est la première fois depuis plus d'1 an que j'accepte enfin de parler de la Fédération guinéenne. D'accord. Mara, est-ce que vous pouvez davantage tirer le micro vers elle? Oui. Merci. La raison en est très simple. D'accord. Parce que je suis arrivée dans un monde complètement désorienté, si je peux le dire ainsi, avec énormément de problèmes entre les acteurs du football, avec énormément de difficultés, beaucoup de paroles, parce que je suis une grande auditrice de radio guinéenne. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais dirigé un jour le football guinéen. Donc j'écoutais les radios, j'écoutais les télés. Donc j'ai su et j'ai suivi tout ce qui se disait et se passait. Et j'en souffrais en tant que Guinéenne. Donc lorsque je suis venue, si j'avais parlé tout de suite, je pense que j'aurais ajouté de l'huile au feu. Et la nomination d'un Connor, c'est pour atténuer, c'est pour calmer, c'est pour amener la sérénité. Nous nous sommes donc attaqués au problème et on a laissé dire. Donc aujourd'hui, je prends l'occasion au niveau des grandes gueules pour parler des faits. D'accord. Vraiment des faits. Nous ne parlerons pas de quelqu'un parce que je ne suis pas venue pour ça. J'ai été nommée présidente du Connor de Guinée pour ramener la paix dans le football. Pour ramener la paix dans le football, on parlera des faits, vraiment des faits. On parlera de personnes. La précision est de taille. Madame, ce qu'on va faire, on va marquer cette pause. Nous avons des obligations commerciales et on va se retrouver juste derrière pour poursuivre cette interview avec la question de Mohamed Mara sur l'état des lieux. Quelle était la situation alors que le Connor commençait? C'est dans quelques minutes. Restez avec nous. Continuez à réagir et continuez de voter. Le mur du jour, c'est plus tard. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.